Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. À la Renaissance, le ciel est en révolution. L'occasion de rappeler que révolution, dans sa définition originelle, est le mouvement orbital d'un corps céleste qui repasse à intervalles réguliers par le même point. C'est donc un retour au point de départ, un peu comme les connaissances sur l'organisation de l'univers, avec des savoirs antiques qui ensuite disparaissent et qui sont retrouvés à la Renaissance. Du moins, c'est ainsi que fut présentée, avec une petite idée derrière la tête, l'histoire des sciences célestes, avec beaucoup de latence, donc, entre Galilée au XVIIe siècle et Lactance au IVe siècle, ici lu par l'historien Jacques Le Goff. Y a-t-il quelqu'un d'assez extravagant pour se persuader qu'il y a des hommes qui aient les pieds en haut et la tête en bas? Que tout ce qui est couché en ce pays-ci soit suspendu en celui-là? Que les herbes et les arbres y croissent en descendant? Et que la pluie et la grêle y tombent en montant? Comment donc se sont-ils engagés à soutenir qu'il y a des antipodes? Quand l'on demande à ceux qui défendent ces opinions monstrueuses comment il peut se faire que ce qui est sur la terre ne tombe pas vers le ciel, ils répondent que c'est parce que les corps pesants tendent toujours vers le milieu comme les rayons d'une roue et que les corps légers comme les nuées, la fumée, le feu s'élèvent en l'air. J'avoue que je ne sais pas ce que je dois dire de ces personnes qui demeurent opiniâtres dans leurs erreurs. Dans l'émission de Jacques Le Goff, les lundis de l'histoire, ici cette lecture de Lactance en 1980. Bonjour Alain Riazuelo. Bonjour. Lactance, c'est ce monde chrétien du IVe siècle et qui n'imagine pas que la terre puisse être ronde, parce que comment on ferait en dessous avec les pieds en haut et la tête en bas? On peut tout de suite tordre l'idée à ça, c'est-à-dire que Lactance, oui, existe, mais c'est infime dans cette immense histoire des savoirs de l'Antiquité. Oui, c'est infime, mais quand même, il dit c'est pas dans la Bible, donc ça n'existe pas. Et cette idée-là, elle va perdurer longtemps. Oui, la Bible, comme lecture pendant longtemps de cet univers assez complexe d'ailleurs, et même pour nous, aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Les savoirs de l'Antiquité sur la science, l'espace, etc. sont multiples, là aussi. Je vous le disais, nous, on a du mal parfois à comprendre. Aujourd'hui, dans l'Antiquité, c'était la même chose. Oui, il y avait la capacité de débattre. Donc, les gens proposaient des idées, souvent fausses, mais parfois justes. Et c'est en se donnant la possibilité de dire des âneries que on s'assure qu'on va dire des choses vraies. Et c'est ça qui caractérisait l'Antiquité. Des âneries, on l'entend ici, l'idée de la Terre est plate, c'en est une. Alain Riazuelo, vous êtes astrophysicien chargé de recherche au CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et dans cette réflexion sur l'histoire de la Terre, l'incroyable aventure de la Terre, c'est le titre de votre ouvrage, on a plein de possibles pour comprendre. Et c'est là ce qu'on va déployer aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Qu'est-ce que la Terre ? Quelle est la place dans l'univers? Qu'est-ce qui est au centre de quoi? C'est vraiment un fil directeur qu'on pourrait avoir sur cette longue histoire des sciences. Oui, qui se prolonge jusqu'au XXe siècle. La Terre est-elle, le Soleil est-il au centre de la galaxie est-elle au centre de l'univers? Donc cette idée-là, on est au centre de quoi? Est-ce qu'il y a un centre quelque part? Évidemment, elle va guider les gens qui vont essayer de cartographier l'univers sur des distances de plus grandes. Aujourd'hui avec nous dans le cours de l'histoire, Sylvie Noni, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheuse en histoire et philosophie des sciences et vous êtes co-autrice de cet ouvrage fascinant, La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, publié aux Belles Lettres. Oui, cette idée est fausse et il faut le rappeler et le rappeler sans cesse. Et c'est d'ailleurs passionnant l'enquête que vous menez avec votre co-autrice Violaine Giacomotto Ciara autour de cette idée que, à un moment donné, on a pu penser que la Terre était plate. Oui, et il faut tout de suite peut-être préciser que cette déclaration de cette citation de Lactance est quasi unique dans l'histoire des sciences qui va de l'Antiquité jusqu'à la fin du Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est-à-dire Lactance est un rhéteur du IVe siècle et ses propos sur l'impossibilité de l'existence d'antipodes physiques sont assez uniques. Il y a quelques religieux de l'école d'Antioche, de l'église d'Antioche, qui peuvent être ramenés à cette opinion, mais ils n'ont absolument pas fait école dans le monde chrétien qui a suivi. Et cette proposition sur les antipodes ne résume pas, elle toute seule, la querelle sur la sphéricité. Elle ne s'y identifie pas, parce que d'autres savants, comme saint Augustin, ont mis en cause non pas l'existence des antipodes, et non pas, il n'a pas mis en cause la sphéricité de la Terre, mais le fait que,
aux antipodes pouvait exister une Terre avec des êtres humains qui, séparés de nous par un océan immense, eh bien, n'aurait pas eu la révélation du Christ. Donc c'est une question tout à fait autre que soulève saint Augustin en refusant le fait que des antipodes puissent être habités. Lactance, lui, le seul, affirme que la Terre est plate et c'est une affirmation, je le répète, qui n'a pas eu de suite. Et c'est très important de le répéter avec cette idée des antipodes. Ça, c'est vraiment une réflexion qui, aujourd'hui, nous échappe en partie parce que nous bénéficions de ces images prises en altitude par les satellites. Et on connaît bien cette rotondité de la Terre et surtout la place des continents. La question des antipodes, par exemple, ça, c'est aussi, à travers l'histoire des sciences, quelque chose qui taraude. Oui, en fait, dans l'Antiquité, les arguments géométriques, la Terre est une sphère parce que la sphère est une forme parfaite, ça l'emporte en fait sur l'argument de bon sens. Mais oui, mais en Australie, ils ont la tête en bas, comment ils font? Vous voyez, il n'y a pas que l'argument de bon sens qui intervient dans les réflexions des savants antiques. Il y a aussi des arguments esthétiques, ce qui est dangereux, mais qui en l'occurrence est un bon guide sur le plan précis. Avec la Terre ronde, cette perfection de forme, mais l'univers également qui peut se jouer sous forme de cercle. Et là aussi, on touche à la perfection. Voilà, la Lune est une sphère, ça s'est compris au IVe siècle avant notre ère, au Ve siècle avant notre ère. Le Soleil, c'est un disque, mais probablement une sphère vue en projection, donc un disque. Les orbites, la trajectoire du Soleil autour de la Terre, ou la trajectoire apparente, ça ressemble à peu près à un cercle, ça, en tout cas, ça se fait dans un plan. Pareil pour la Lune. C'est parcouru à une vitesse angulaire qui est à peu près constante, donc on reste, disons, dans des formes géométriques simples. Et donc, il y a un argument de simplicité qui intervient. Sylvie Noni. Oui, cette image de la sphère est une image aussi de la perfection. Le monde en entier est sphérique. La sphère de la Terre est entourée par la sphère de l'orbe de la Lune et ainsi de suite avec les sphères des orbes des autres planètes jusqu'à la 8e sphère qui est celle des étoiles fixes. Et donc ces sphères conglobées représentent effectivement une image du monde qui aura la vie dure, elle, et la perfection du monde est associée à cette sphère. Mais pour en revenir à l'origine de du développement de la forme de la Terre sphérique, il y a la conviction effectivement qu'elle est ce centre du monde. D'ailleurs, si on demande à nos contemporains, est-ce que vous avez une preuve autre que ce que vous regardez à la télévision, du fait que la Terre est en ce moment en mouvement, tout le monde serait bien en difficulté de vous donner une preuve. Donc, il a fallu attendre très longtemps pour avoir des preuves expérimentales de ce mouvement de la Terre. En revanche, le fait que la Terre soit sphérique, on en a des preuves qui sont mentionnées depuis le IVe siècle par Aristote, puis reprises par d'autres écrivains, par Ératosthène, par des tas de commentateurs. On a l'argument des éclipses de lune, où l'on voit l'ombre portée de la Terre, qui est circulaire, ce qui donne quand même une forte indication d'ombre d'une sphère. Il y a la disparition à l'horizon des bateaux qui s'éloignent en disparaissant par la coque, et c'est le mât qui disparaît en dernier. Et ça, c'est une observation qui est partagée non seulement par les savants, mais par les marins, et avec la réflexion derrière que la Terre est sans doute ronde. Et il y a aussi l'évolution des constellations dans notre ciel lorsqu'on se déplace sur un axe nord-sud et que on observe le ciel étoilé. Eh bien, on ne voit pas les mêmes constellations, et encore moins entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et ça, c'est des observations qui sont faites depuis très longtemps, notamment dans les pays de l'Europe et dans les pays du monde méditerranéen. Oui, donc on a au moins 3 types de preuves de cette sphéricité de la Terre qui viennent s'ajouter à la conviction philosophique de la sphéricité. Et avec une précision des calculs, hein. Vous avez cité Ératosthène, on est au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est vrai qu'ici nous avons une précision pour calculer la circonférence de la Terre, mais qui nous émeut encore avec ce système d'ombre portée à 2 endroits différents, ce calcul. Alain Rigazuelo. Oui, Ératosthène comprend que pour mesurer la circonférence de la Terre, il n'y a pas besoin d'en faire le tour complet. Il suffit de mesurer la distance entre 2 lieux
dont on connaît quelle fraction d'arc de la circonférence y correspondent. Donc il va prendre 2 villes égyptiennes, Alexandrie au nord et Syène au sud, c'est-à-dire Assouan, aujourd'hui à la frontière avec le Soudan. Il va mesurer l'écart en latitude de ces 2 villes en regardant la hauteur du soleil le jour du solstice d'été. Donc, le soleil est au zénith à Assouan, donc c'est très simple. Et il regarde la hauteur du soleil le même jour, une autre année évidemment, à Alexandrie. Il en déduit que les 2 villes sont séparées de 7,2 degrés de latitude. La vraie valeur c'est 7,12, mais 7,2 c'est vrai à 1% près. 7,2 c'est un 50e de 360. Donc il dit la distance entre ces 2 villes c'est un 50e de la circonférence. Je n'ai qu'à mesurer la distance entre ces 2 villes, donc c'est l'équivalent de Paris-Marseille. Comment a-t-il fait exactement? On ne sait pas, mais il trouve une valeur qui est étonnamment proche de la bonne valeur. Alors sans doute il y a eu plusieurs erreurs qui se sont compensées, mais ça rend l'histoire d'autant plus belle. Oui, parce que cette histoire est vraiment très belle de se dire précision des savoirs de l'Antiquité sur la forme de la Terre, sa circonférence, et pourquoi pas l'univers. Et c'est là, Alain Riazuelo, que ça devient plus complexe. Quelles sont les propositions antiques, et si on prend ces grands noms d'Aristote, de Ptolémée, pour décrire l'univers? Comment ça se passe? La Terre sphérique, très bien, toujours au centre? Alors, la réflexion de savoir si la Terre est au centre, elle est indépendante de sa forme, hein, déjà. Mais quand Aristote prouve par les arguments qu'a donné ma collègue que la Terre est une sphère, il essaie de deviner pourquoi. Et il se dit, tout est attiré par le centre de l'univers, donc la Terre est naturellement au centre de l'univers, et tous les constituants de la Terre étant attirés par le centre, ils cherchent à minimiser leur distance au centre, et donc ils font ça sous la forme d'une sphère. Donc Aristote comprend à raison que la forme de la Terre, c'est une histoire de minimisation de quelque chose, mais lui s'imagine que ce qui attire la Terre est extérieur à la Terre, alors que c'est les constituants de la Terre qui s'attirent les uns les autres, nous dira Newton, mais à l'époque d'Aristote, il pense pas ça. Donc lui pense expliquer la forme de la Terre en prouvant que la Terre est au centre. Et c'est là qu'il se trompe, puisque à partir du moment où il place la Terre au centre, il va se tromper dans l'interprétation du mouvement des astres vus depuis la Terre, qui est un mouvement en partie vrai, en partie apparent. Et là, évidemment, il va s'imaginer que tout le monde tourne autour de nous. Oui, ce qui est d'ailleurs très cohérent, parce que Sylvie Noni, il y a de cela quand on regarde toutes ces réflexions, tous ces traités, ce sont des grands penseurs, et ce qu'ils proposent, pour eux, est cohérent. Après, ça ne résiste pas aux faits et au croisement d'autres recherches et d'autres réflexions. Mais c'est vraiment fascinant de voir cette histoire où, les uns après les autres, il y a des propositions de l'organisation de l'univers. Oui, c'est vrai, mais concernant la sphéricité de la Terre, il y a, effectivement, on le disait tout à l'heure, à la fois des preuves et une continuité. Donc, dans cette histoire des sciences, on voit très bien que il va y avoir des améliorations, il va y avoir des précisions, mais il va y avoir aussi une continuité dans la transmission des savoirs depuis les savoirs grecs jusqu'au 1er siècle chrétien, jusqu'à l'Antiquité tardive et au Moyen-Âge. Et ça, c'est assez fascinant, et c'est le parcours que nous avons suivi avec Violaine Giacomotto pour essayer de montrer qu'il n'y avait pas de discontinuité dans les savoirs, comme on le dit à propos de la forme de la Terre. Il y en a une à propos du mouvement ou de l'immobilité de la Terre, et qui a reçu le nom de baptême de révolution copernicienne, et on va en parler tout à l'heure, et c'est peut-être aussi ce qui a occulté tout le reste, mais concernant la forme de la Terre, il n'y a pas eu de discontinuité. Et on va voir aujourd'hui dans le cours de l'histoire pourquoi on en est arrivé à penser qu'à un certain moment de notre histoire, il fut possible d'imaginer que la Terre était plate. Mais pour le moment, Alain Riazuelo, dans cette longue histoire que vient d'évoquer Sylvie Noni, il y a tous ces penseurs, ces savants de l'Antiquité que nous évoquons, Aristote, Ptolémée, leurs propositions antiques sont toujours celles du Moyen-Âge, ça traverse les siècles. Voilà, c'est ça, il y a plus d'effervescence intellectuelle pendant le Moyen-Âge, et ça se fige un peu. Elle ne régresse pas spécialement. Il y a quelques savoirs antiques qui s'oublient, par exemple le fait qu'il y a des taches à la surface du Soleil, c'est mentionné par quelques penseurs grecs, mais c'est complètement oublié au Moyen-Âge, et donc Galilée est parfois présenté comme le découvreur des taches solaires, mais en fait il n'est que le redécouvreur des taches solaires. Mais globalement, les choses se figent dans un état qui était déjà satisfaisant pour l'Antiquité, mais c'est vrai que pendant 1000 ans, il se passe plus grand-chose, parce que l'ambiance du moment, je sais pas comment il faut dire, mais
le foisonnement intellectuel n'est plus le même et donc les choses progressent plus lentement. Elles ne régressent pas, mais elles ne progressent pas non plus. Oui, parce que les propositions d'Aristote conviennent parfaitement à une lecture du monde qui s'associe à la Bible. Hein, voilà, c'est ça. Aristote n'est évidemment pas un penseur chrétien, c'est le 4e siècle avant notre ère, mais il y a beaucoup de choses qu'il dit, que le ciel c'est le monde des dieux, donc quelque chose de parfait. Quelque chose de parfait, c'est forcément immuable, et ça, la chrétienté va le reprendre. Et donc, le fait qu'il n'y ait pas de taches à la surface du Soleil, c'est normal, puisque le Soleil, étant au-delà de l'orbite de la Lune, il fait partie de ce monde parfait, donc il ne peut pas avoir des imperfections comme ces taches, de la même façon que la Lune ne peut pas avoir de montagnes, ça doit être une sphère parfaitement lisse. Et donc, on ne voit pas à l'œil nu quasiment les montagnes lunaires, sauf vraiment avoir un œil de lynx ou d'aigle. Par contre, les taches à la surface du Soleil, on les voit. Hein, dans l'Antiquité chinoise, on les voyait. Pendant 2000 ans, les Chinois mentionnaient l'existence périodique de taches à la surface du Soleil. Donc, les Chinois voyaient le cycle solaire, en fait. Mais ça, en Europe, je crois que entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, il y a une mention, quelque part en Russie, de personnes qui, grâce à la fumée d'un incendie, dit tiens, il y a des taches à la surface du Soleil. Mais c'est la seule mention en 1500 ans. Oui, on ne voit que ce qu'on veut voir et on ne trouve que ce que l'on cherche. Sylvie Noni. Oui, alors je voulais faire une petite précision parce que justement cette question des taches de la Lune et des taches ou des obscurcissements du Soleil, eh bien, elle est débattue dans le monde arabe. Al-Hazen, le chercheur du XIe siècle en optique, dont l'optique est assez célèbre, a tout un traité sur les taches de la Lune. Au XIIe siècle, Aboul Barakat a tout un traité sur les obscurcissements du Soleil et sur ces taches noires qu'on voit se déplacer devant le Soleil et qui mettent en cause justement cette unicité de l'élément dont seraient faits les cieux. Et ça fait partie des questions qui sont débattues et dont les débats vont être transmis au monde chrétien, au moment des traductions, c'est-à-dire à partir du XIIe siècle. Donc non, il y a d'autres affirmations dans le monde mettant en cause cette à la fois la perfection du ciel et l'unicité de sa substance. Et ça fait partie des débats qui vont ressurgir à la Renaissance et qui bien sûr s'ajoutent aux débats sur le mouvement de la Terre et qui sont très riches eux aussi. Donc il y aura des débats sur l'infini du monde, sur la pluralité possible des mondes, sur donc l'immuabilité du ciel. Ce sont des débats que l'on retrouve qui courent peut-être de façon plus ou moins larvée, plus ou moins connue, plus ou moins publicisée, on dirait aujourd'hui, mais qui couvrent pendant tous ces siècles. Oui, je précise, j'ai été maladroit quand je dis il se passe pas grand-chose pendant le Moyen-Âge, il se passe pas grand-chose en Occident. Voilà, c'est justement cette curiosité, cette réflexion. Dans d'autres régions du monde, elle ne se tarit pas à ce moment-là. Et merci de le signaler parce que tout comme il y a une lecture géocentrée ou héliocentrée de l'univers, nous avons une lecture un peu centrée sur nous-mêmes de cette histoire des sciences. Vous avez évoqué la Chine et vous, Sylvie Noni, votre thèse portait sur Abdul il-Baraka al-Baghdadi. C'était au XIIe siècle et là, nous avons des savoirs qui, par le monde arabe, viennent de l'Antiquité, sont enrichis, il ne faut pas l'oublier, et reviennent en Occident. Et sont enrichis, remis en question. Par exemple, le point de départ de cette thèse, c'était l'histoire des théories du mouvement, qui est figée dans l'approche que l'on en donne en Occident, en imaginant qu'entre Aristote et Galilée, il ne s'est absolument rien passé. Et c'était le but, c'était de montrer qu'il y avait eu de nombreuses choses. Mais même en Occident, moi je voudrais parler de cette transmission qui s'est faite des savoirs grecs, par exemple à travers des ouvrages qu'on peut appeler des manuels, étant donné le nombre d'exemplaires de manuscrits que l'on trouve encore, qui sont encore à notre disposition. Quand un ouvrage comme celui de Marcianus Capella, Les Noces de Philologie et de Mercure, on en retrouve encore plus de 200 manuscrits, ça veut dire qu'il a été copié, recopié. Et cet ouvrage transmet non seulement donc les vues aristotéliciennes, surtout les vues platoniciennes, plutôt d'ailleurs, sur la conception du monde, mais il transmet aussi l'hypothèse d'Héraclite Dupont, selon laquelle il y aurait autour du Soleil 2 planètes qui tourneraient autour du Soleil, Mercure et Vénus, tandis que la Terre reste au centre du monde. Et cette hypothèse
hypothèse est transmise, discutée, au point qu'elle est reprise par un certain Cassiodore au VIe siècle, qui fonde un monastère et qui fait un enseignement, on dirait une formation des moines dans ce monastère, à partir de ces documents à la fois issus du Timée de Platon et la thèse d'Héraclite Dupont. Donc on voit qu'il y a un débat aussi sur l'immuabilité, la centralité de la planète ou de la planète Terre pendant ces siècles de l'Antiquité tardive, et que ils ne surgissent pas de rien du tout quand arrive ce qu'on appelle la révolution copernicienne. La révolution copernicienne, ici, c'est ce moment qui nous éveille dès que nous parlons de Copernic, c'est l'image d'une lecture nouvelle de l'univers. Est-ce qu'on peut dire cela? Est-ce que on n'en a pas fait beaucoup autour de Copernic sans minimiser son apport et son talent, mais en oubliant beaucoup ce qui s'était passé auparavant? Alors, l'idée de l'héliocentrisme, en fait, elle naît dès l'Antiquité grecque. Dans l'Antiquité grecque, il y a un savant qui s'appelle Aristarque qui démontre que le Soleil est au moins 20 fois plus loin de la Terre que ne l'est la Lune. Or, on sait à cette époque que la Lune, elle est entre 3 et 4 fois plus petite que la Terre. Donc, dès l'Antiquité grecque, on sait que le Soleil est au moins 5 fois plus gros que la Lune. Et donc, Aristarque dit, ok, la Lune, elle est petite, je veux bien qu'elle tourne autour de la Terre, mais est-ce que le Soleil qui est beaucoup plus gros que la Terre, c'est logique qu'il tourne aussi autour de la Terre. Donc, Aristarque propose avec un argument qui n'est pas un argument de bon sens, mais oui, si c'est les petits qui tournent autour des gros, vu que la Terre c'est pas le plus gros machin qu'il y a, elle est peut-être pas au centre. Mais ça va se heurter avec un siècle d'écart. Aristarque c'est le 3e siècle et Aristote c'est le 4e. Les arguments d'Aristote, qui est un remarquable exposeur de ses idées, vont avoir plus de succès que ceux d'Aristarque, et donc il y a une bifurcation là que les savants de l'époque ratent et qui aurait pu nous faire progresser plus vite. Mais en tout cas, avec Copernic, maintenant ça y est, c'est le Soleil qui est au centre de tout, ce qui n'est pas vrai non plus, mais c'est déjà un progrès. Au milieu de tout trône le Soleil. Dans ce temple splendide, pourrait-on placer ce luminaire à meilleur endroit que là où il peut éclairer tout à la fois? Le Soleil est ainsi comme sur un trône royal, gouvernant ses enfants, les planètes, qui tournent autour de lui. La Terre, elle, a la Lune à son service. Comme le dit Aristote dans son De Animalibus, la Lune a la plus étroite relation avec la Terre. En même temps, la Terre, fécondée par le Soleil, prépare en son sein une annuelle renaissance. Ainsi trouvons-nous, sous-tendant cet ordonnancement, une admirable symétrie dans l'univers et un rapport visible d'harmonie dans le mouvement et la magnitude des orbites, tel qu'on ne saurait en découvrir de quelque autre manière. Car là, nous pouvons observer pourquoi la progression et la rétrogression apparaissent plus grandes pour Jupiter que pour Saturne, et moins pour Mars, mais encore plus grandes pour Vénus que pour Mercure. Et pourquoi cette oscillation apparaît plus souvent chez Saturne que chez Jupiter, mais moins fréquemment chez Mars et Vénus que chez Mercure. Tous ces phénomènes procèdent de la même cause, à savoir le mouvement de la Terre. Le mouvement de la Terre. Ici, nous avons une lecture de ce texte de Copernic du milieu du XVIe siècle, de 1543, des révolutions des sphères célestes. Alain Riazuelo, ça y est, le Soleil est au centre. Mais on pense souvent à ces moments de la Renaissance, des progrès techniques, d'une longue vue de ces choses-là. C'est pas le cas ici avec Copernic, c'est plus une évolution de la pensée. Oui, il n'y a pas... Copernic vivait dans une région peu connue pour une météo clémente en Pologne. D'ailleurs, la légende dit qu'il n'a jamais observé la planète Mercure de toute sa vie. Donc lui-même ne fait pas d'observation quasiment. Il reprend des observations auxquelles il donne un crédit plus important qu'elles n'en ont d'ailleurs, ce qui va entre autres l'induire en erreur sur les détails fins de ses déplacements. Mais il comprend que les choses sont beaucoup plus simples. Les mouvements des planètes qui sont un peu compliqués vus depuis la Terre sont compliqués parce que on voit la combinaison du mouvement de la Terre autour du Soleil et du mouvement des planètes autour du Soleil, et que si on pouvait se mettre au niveau du Soleil, les mouvements seraient en gros des mouvements quasi circulaires,
parcouru à vitesse quasi constante, mais depuis la Terre, c'est plus compliqué. Et donc, il comprend ça, et il y a un argument de simplicité mathématique qui emporte tout le reste, parce qu'il manque évidemment la preuve cinématique, expérimentale de tout ça. Et cette preuve, elle va arriver très vite. Mais moi, il y a quelque chose que je voudrais comprendre. Sylvie Noni, on vient d'entendre là que, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Aristarque avait déjà évoqué l'héliocentrisme, le Soleil au centre de l'univers. Nous voyons avec Copernic au XVIe siècle de nouveau apparaître l'héliocentrisme. Mais pourquoi au XVIe siècle? Pourquoi à ce moment-là Copernic fait ses propositions? Comment vous pourriez essayer de nous expliquer ça? J'ai pas forcément étudié Copernic, mais ce qui est évident, c'est qu'à l'arrivée à la Renaissance, les calculs astronomiques pour expliquer le mouvement et la position des astres dans le ciel se complexifie de manière exponentielle, parce que pour maintenir le système qu'on appelle aristotélico-ptolémaïque, eh bien, il faut beaucoup de correctifs pour faire rentrer la trajectoire, par exemple, des planètes dans le mouvement circulaire, qui est le dogme indépassable, et notamment le mouvement circulaire uniforme. Donc, il faut bricoler des tas de dispositifs, des épicycles, des équants, pour arriver à ces fins. Et donc, on a un système qui est un peu à bout de souffle. Et puis, il y a un bouillonnement intellectuel à ce moment-là qui est indéniable, qui ne touche pas d'ailleurs que la question du mouvement de la Terre, qui touche, je l'ai évoqué tout à l'heure, aussi la composition des cieux. Et à cet égard, Copernic, s'il remet donc le Soleil au centre, ne met pas en cause, par exemple, la nature de ces orbes qui portent les astres, qui sont dans une espèce de matière indéfinissable, donc ces orbes qu'on pourrait dire cristallins aujourd'hui, qui sont donc composés d'éther ou de ce cinquième élément, et il en reste un peu, il reste un peu en chemin sur cette question-là, n'arrivant pas à faire d'autres propositions. Et je voulais, pour ajouter sur la continuité des savoirs, préciser que cet ouvrage de Marcianus Capella que j'évoquais tout à l'heure, Les Noces de philologie de Mercure, qui est écrit au Ve siècle, eh bien, il est lu par Copernic, qui le mentionne dans son introduction, en disant qu'il ne faut pas mépriser ce qu'a dit Marcianus Capella dans son ouvrage à propos de l'hypothèse d'Héraclite Dupont. Et donc, tout ça montre bien que 11 siècles plus tard, cet ouvrage, dont je disais qu'on en trouve encore des centaines de manuscrits, eh bien, est lu, discuté, commenté, et non pas au sens où on décrit souvent la scolastique, c'est-à-dire en imaginant des savants qui répètent, ratiocinent autour de textes en les rabâchant en permanence, mais débattent au sens scientifique, intellectuel, et envisagent les hypothèses. Donc c'est ce débat qui traverse les siècles et les pays, il faut aussi le dire, qui est passionnant à suivre. Et c'est passionnant de suivre avec vous deux, Alain Riazuelo et Sylvie Noni, cette histoire des sciences. Les orbes, ce sont ces cercles. En fait, c'est le parcours qu'un astre céleste... Oui, il faut porter les astres dans leur... En fait, ils ne peuvent pas être suspendus, quoi. Voilà, en fait, dans la discussion, les gens sont un peu embêtés parce qu'ils séparent complètement la nature du mouvement. Est-ce que c'est un cercle? Est-ce que c'est des épicycles, etc. Et le moteur du mouvement. Ces deux choses sont en fait liées, c'est la gravité qui fixe l'un comme l'autre. Mais à l'époque, on fait pas ça, et donc les gens sont induits en erreur par cette dichotomie ou cette séparation qui est en fait artificielle. Mais effectivement, il y a cette idée, il faut bien mettre tout ça en mouvement. Et donc, de quoi est fait l'univers? Il est fait de matière, mais il est aussi fait, on dirait aujourd'hui, d'interaction, d'où cette idée de l'éther inventée par Aristote, parce qu'il faut bien mettre tout ça en mouvement. Il faut mettre en mouvement, et puis la période que nous évoquons, celle de la Renaissance, c'est vraiment là, avec l'imprimerie, la diffusion des savoirs, avec cette vivacité, et dans toute l'Europe, et même au-delà de la recherche. Et quand je dis au-delà, il nous suffit simplement de prendre un navire. Nous sommes aujourd'hui mercredi 28 novembre de l'an de grâce 1520. Nous sortons du détroit et pénétrons dans l'océan Pacifique ainsi nommé par Magellan. Alors Antonio, tu as bien tout noté au moins. Car vois-tu, c'est la première fois dans l'histoire des hommes que des navires passent de l'Atlantique au Pacifique. Oui, commandant. Et maintenant, quelle distance nous reste-t-il à parcourir avant de toucher terre? L'astronome disait 1 millier de milles, mais... Mais
C'est en fait 20 000 kilomètres que Magellan allait devoir parcourir. Une des plus effroyables épreuves de l'histoire de la mer. France Culture, le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Il était une fois les explorateurs. Alain Riazuelo, là on a le concret qui nous intéresse aussi. Magellan qui fait le tour, donc la Terre est effectivement ronde. Et puis alors Magellan ne fait pas le tour pour prouver que la Terre est ronde. Hein. C'est il meurt, il meurt en cours de route en mais plus. Il entreprend de faire le tour parce qu'il sait que c'est rond et que a priori s'il va vers l'ouest, il finira par revenir par l'est. Et puis l'importance des étoiles dans cette navigation. Absolument, absolument. Il faut pouvoir mesurer au moins la latitude. La longitude, c'est très difficile parce qu'il faut des horloges précises dont on dispose pas. Mais il savait à quelle latitude il descendait en longeant la côte d'Amérique du Sud pour aller jusqu'au détroit de Magellan. Et ils sont allés beaucoup plus au sud que ce qu'ils espéraient. Parce qu'évidemment, plus on va au sud, plus le climat est rude et plus la météo est hostile. Sylvie Noni, il faut tordre cette idée comme quoi Christophe Colomb, Magellan seraient partis pour prouver que la Terre était ronde. Ils sont partis sachant que la Terre était ronde. Et oui, et c'est une idée qui, malheureusement, continue d'être diffusée dans notre société de façon assez ahurissante avec l'accès dont nous disposons aujourd'hui à des textes sources. Et ne serait-ce qu'en regardant le titre que Christophe Colomb donne à son voyage, il voulait aller vers les Indes occidentales. Donc, il est évident qu'il pense atteindre les Indes par l'ouest. Et il ignore bien sûr qu'il existe un continent entre les deux, mais il est bien sûr persuadé que la Terre est ronde. Et l'origine de ce mensonge nous a beaucoup questionné. C'est d'où vient cette diffusion du fait que ce serait Colomb ou parfois Magellan qui aurait montré la rondeur de la Terre. Eh bien, celui dans lequel on a trouvé quand même les premières affirmations très percutantes là-dessus, c'est Voltaire, qui au XVIIIe siècle écrit, je lis, c'est Colomb, Vespucci et Magellan qui ne craignirent pas l'excommunication et la Terre put enfin reprendre sa rondeur. Donc Voltaire est attelé, lui, à une critique de l'Église catholique romaine que l'on peut comprendre, étant donné tout ce qui se passe dans son siècle encore, mais il embarque dans la citation de Lactance que nous avons eue en début d'émission. Il assimile Saint-Augustin, alors que j'ai expliqué que Saint-Augustin n'est pas du tout là-dessus, mais parce qu'il veut embarquer un père de l'Église. Et ça, c'est très important parce qu'il veut toucher l'Église en son cœur. Et cette légende va être reprise au début du XIXe siècle par un autre savant, Pierre-Antoine Leutronne, professeur au Collège de France. Et ça, c'est assez intéressant parce que Leutronne va, reprendre un texte d'un certain Cosmas Indicopleustes, qui est on ne sait même pas s'il était moine, lui-même ne se dit pas moine, il signe ses ouvrages un chrétien. C'est un chrétien d'Orient, nestorien, proche de l'église d'Antioche dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui défend une lecture littéraliste de la Bible, en imaginant que donc la terre a la forme du tabernacle décrit par Moïse. Et en ne voulant pas en démordre, cette vision n'a pas du tout été transmise dans le monde chrétien, et d'autant plus qu'elle a été condamnée par 2 conciles. Mais Leutronne va reprendre le texte de Cosmas Indicopleustes, qui a été édité quelques années plus tôt par un bénédictin qui s'appelle Bernard de Montfaucon, et il va lui assimiler cette croyance à celle de toute l'Église chrétienne, et y compris à d'autres pères de l'Église comme Basile de Césarée ou Ambroise de Milan, pour en fait faire porter à l'Église catholique romaine la défense de la platitude de la terre. Et oui, parce que on le voit bien maintenant, dès que nous lisons encore aujourd'hui, hélas, l'idée que Christophe Colomb a fait son voyage pour prouver que la Terre était ronde, ou Magellan, c'est pareil, dès que nous lisons qu'au Moyen-Âge, les gens pensaient que la Terre était plate, c'est la faute à Voltaire. Comment Platon, Aristote, Ératosthène, Posidonius et tous les géomètres de l'Asie, de l'Égypte et de la Grèce, ayant reconnu la sphéricité de notre globe, arriva-t-il que nous crûmes si longtemps la Terre plus longue que large d'un tiers ? Le juste respect pour la Bible, qui nous enseigne tant de vérités plus nécessaires et sublimes, fut la cause de cette erreur universelle parmi nous.
On avait trouvé dans le psaume 103 que Dieu a étendu le ciel sur la terre comme une peau. Les pères regardaient la terre comme un grand vaisseau entouré d'eau. La proue était à l'Orient et la poupe à l'Occident. On voit encore dans Cosmas, moine du IVe siècle, une espèce de carte géographique où la terre a 7 figures. Alonso Tostado, évêque d'Avila, sur la fin du XIVe siècle, déclare dans son commentaire sur la Genèse que la foi chrétienne est ébranlée pour peu qu'on croie la terre ronde. Colomb et Magellan ne craignirent point l'excommunication de ce savant évêque et la terre reprit sa rondeur malgré lui. Et oui, Voltaire ici lu par Tom Mundenstock. Il y a toujours dans l'histoire qui nous intéresse, c'est-à-dire une histoire des sciences et la lecture de l'univers, un peu de politique, un peu de critique et des enjeux religieux gigantesques. Alain Riazuelo, on ne peut pas mettre ça de côté, les deux se mêlent en continu. Exactement, parce que à partir du moment où la chrétienté reprend à son compte l'affirmation que la Terre est au centre de l'univers, si vous dites, ben non, la Terre est pas au centre, vous dites à l'Église qu'elle se trompe, et donc vous sapez l'autorité de l'Église. Et donc, évidemment, dès que vous contredisez l'autorité, vous prenez le risque d'avoir des problèmes avec cette autorité. Et donc, Copernic, pour cette raison-là, parce qu'il a peur de la réaction de l'Église, il va retarder sans cesse la publication de ses écrits. Alors, il va faire circuler des brouillons un peu sous le manteau pour un peu tâter le terrain. Il n'a pas trop d'hostilité, mais il n'a pas trop d'encouragement enthousiaste. Il y a des gens qui le préviennent, qui écrivent le mot hérésie, attention. Et donc c'est pour ça que, alors c'est un hasard, mais les écrits de Copernic vont être publiés le jour de sa mort. Hein, c'est pas une volonté testamentaire, c'est un hasard. Mais il aurait pu les publier des années plus tôt et il a sans cesse repoussé de peur des problèmes que ça lui causerait. Problèmes qui vont se poser progressivement, mais sur plusieurs décennies, et qui vont plutôt éclater à la figure de Galilée en 1616, quelque chose comme ça. C'est-à-dire longtemps après la mort de Copernic, voilà, en 1543 à Nuremberg. Dans le cours de l'histoire aujourd'hui, nous regardons ces révolutions du ciel à la Renaissance, mais pas seulement. C'est cette longue histoire du ciel qui nous intéresse, sachant que nos ancêtres ne bénéficiaient pas d'un contact direct avec Major Tom. You've really made the grade, and the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in a most peculiar way, and the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, Sublime Space Oddity de David Bowie dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Thomas Beau avec aujourd'hui la technique Anthony Thomasson. Et aujourd'hui nous regardons les étoiles dans le cours de l'histoire en essayant de comprendre, maintenant que nous sommes certains que la Terre est bien ronde, qu'est-ce qui est au centre de quoi? La Terre au centre de l'univers? Sans doute pas, nous dit Copernic. Pas seulement Copernic, je voudrais juste cette parenthèse, Alain Riazuelo. Vous avez parlé des Chinois, nous avons parlé de la perception de l'univers par les Arabes. On parle de ces grands voyages à travers le monde. Dans ces mondes précolombiens, la place du soleil aussi est majeure. Il y a aussi la rencontre avec d'autres lectures du monde sans cesse. C'est d'autres histoires qui s'écrivent parfois en parallèle et qui, de temps en temps, se rejoignent. Alors, je suis pas sûr de savoir à quoi vous faites allusion, mais le récit biblique est une cosmogonie parmi d'autres. On sait que le récit biblique ressemble, dans sa chronologie de la création du monde, à la théogonie d'Hésiode, qui est du 8e siècle, qui elle-même reprend des mythes babyloniens un peu antérieurs. Donc,
le fait que la Bible ait finalement une place prééminente dans l'histoire, je dis pas que c'est un hasard, mais en tout cas, ce récit a subi des influences antérieures. Et donc, il aurait pu être différent de ce qu'il a été. Et puis surtout, ce récit s'est imposé, ce qui fait que même au XVIe siècle, au moment où Copernic apporte ses avancées majeures, cette révolution copernicienne, la lecture de la Bible peut prendre le dessus pour certains. Elle doit prendre le dessus. C'est-à-dire, vous avez des gens qui vous disent qu'il y a plusieurs niveaux de vérité. Les maths, c'est bien, mais les textes sacrés, c'est encore mieux. Donc, si ça n'est pas écrit dans la Bible, c'est probablement faux, et si ça contredit la Bible, ça l'est sûrement. Donc l'argument de Lactance, c'était ça. On parle pas des antipodes dans la Bible, donc ça prouve que la Terre est plate, parce que sinon, ça aurait été dit. Et donc l'idée que c'est le soleil qui bouge et pas la Terre, c'est écrit alors un peu par la bande dans la Bible, dans le livre de Josué, c'est le 6e livre de l'Ancien Testament. On nous dit que Josué a demandé à Dieu d'arrêter la course du soleil et que le soleil s'est immobilisé lors d'une bataille. Et donc, pensent les gens à l'époque, c'est forcément vrai, donc c'est le soleil qui bouge, puisque Josué a réussi à intimer à Dieu l'ordre de l'immobiliser. Donc, la Terre est au centre de l'univers, c'est écrit. Alors, avec le recul, c'est bizarre, c'est dit par la bande dans le récit d'une bataille, c'est 3 lignes dans un récit de bataille qui fait plusieurs pages, donc c'est bizarre d'avoir mis une information aussi cruciale à ce moment-là de la Bible. Mais n'empêche, c'est dedans, donc ça ne prête pas à discussion, et toute personne qui dirait le contraire se trompe forcément. Sylvie Noni. Oui, alors je ne suis pas spécialement défenseuse de l'Église et de la Bible, mais je pense que la réalité est un petit peu plus nuancée qu'un affrontement entre la science et la religion. Alors d'abord, je voulais dire que le premier à diffuser la fake news qu'a repris abondamment Voltaire et à laquelle il a donné ses lettres de célébrité, c'est un bénédictin, je le disais, Bernard de Montfaucon, qui affirme curieusement que ce sont les auteurs chrétiens médiévaux qui ont diffusé l'idée de la Terre plate. Donc c'est assez difficile d'imaginer qu'il joue contre son camp, qu'il est anti-papiste ou anti-Rome dans ses propos. Il pense tout bonnement que c'était une conviction. Je veux dire que la frontière n'est pas entre religieux et non religieux. Il a été mentionné dans le texte de Voltaire un autre texte de l'évêque Tostado d'Avila du XVe siècle. Ce texte est effectivement cité par Bernard de Montfaucon dans la préface de la traduction de Cosmas en latin. Et ce texte, c'est un commentaire de la Genèse. On peut aller le lire en entier. Il n'y a nulle trace d'une affirmation quelconque de la platitude de la Terre. Et c'est assez... ça porte un peu le soupçon sur Voltaire, parce que cet ouvrage était dans toutes les bonnes bibliothèques de son époque. Il aurait pu aller lire le commentaire de la Genèse de l'évêque Tostado d'Avila pour voir que il ne parlait pas du tout de la forme globale de la Terre. Il parlait de la platitude et du relief de la Terre à propos du récit de la Genèse et de la création des abysses au 3e jour. Bref, je passe sur les détails, mais donc il y a des fake news dans la fake news, et c'est difficile de ne les lire qu'au travers du couperet opposition religion et science. D'autant plus que tous les savants dont nous parlons pendant ce Moyen-Âge, pendant la Renaissance aussi, sont encore pour la plupart des clercs, et qu'il n'est pas question pour eux de mettre en cause leurs croyances profondes, mais qu'il y a quand même débat, et donc il y a bouillonnement scientifique malgré ce que l'on présente souvent comme un étouffoir. Alors c'est vrai que ce débat se crispe au moment de Galilée, au moment de ce qu'on appelle les débuts de la science moderne, et avec le raidissement par rapport à l'affirmation du mouvement de la Terre. Mais ce n'est pas du tout, donc juste pour si je défends quelque chose, c'est le Moyen-Âge, c'est le fait que très souvent on attribue le qualificatif d'obscurantiste ou bien de moyenâgeux, même pour parler de cette période et de son refus des avancées scientifiques. Eh bien, le Moyen-Âge n'y est pour rien. C'est une idée fausse sur le Moyen-Âge que des humanistes comme Rabelais ont largement contribué à implanter. Et
c'est l'autre mensonge derrière lequel il faut débusquer et reconstruire cette histoire des sciences. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fake news, comme vous le disiez, il y a beaucoup de mensonges et d'intentions dans les condamnations. Et parmi les fake news, mais du point de vue de l'Église, nous nous trouvons en 1633 avec Galilée. Moi, Galilée, désirant chasser de l'esprit de vos éminences et de tous les fidèles chrétiens cette terrible suspicion, justement conçue à mon égard, j'abjure, d'un cœur sincère et avec une foi qui n'est nullement feinte, je maudis, je déteste les erreurs et hérésies et toutes les autres erreurs contraires à la Sainte Église. Et je jure qu'à l'avenir, jamais plus ne dirai ou n'affirmerai, verbalement ou par écrit, quoi que ce soit qui puisse m'attirer semblable soupçon. Et donc, que m'assiste Dieu et les saints évangiles que je touche de mes mains. L'abjuration de Galilée en 1633. Alain Riazuelo, qu'est-ce qu'il abjure? Qu'est-ce qu'il a avancé comme idée qui a pu autant choquer? Alors, il a défendu, avec encore plus d'arguments, et des arguments concrets cette fois, le modèle héliocentrique. Les arguments concrets, c'est que il perfectionne la lunette astronomique. Il est probablement pas l'inventeur, c'est des verriers hollandais qui l'ont été en 1608. Lui, il fait ses propres lunettes en 1609. Il découvre plein de choses dans le ciel. Il découvre les montagnes de la Lune. Donc la Lune, non seulement elle est un peu tachée, mais elle a un relief. Il redécouvre l'étage du Soleil et il découvre les satellites de Jupiter. Il prouve que tout ne tourne pas autour de la Terre. Il y a au moins 4 objets qui tournent autour de Jupiter. Et donc là, évidemment, quasiment tous les arguments en faveur du modèle géocentrique, il les met par terre. Et il les met pas pour des arguments esthétiques, pas pour des arguments de simplicité. Il montre qu'ils sont factuellement faux. Il ne prouve pas le modèle héliocentrique, il n'a pas de preuve que la Terre se déplace, mais il a une preuve que tous les arguments qu'on avait invoqués jusque-là pour dire que la Terre ne se déplaçait pas sont faux. Et donc là, évidemment, c'est un peu un casus belli. Et donc il y a de la politique parce que Galilée est ami avec le cardinal, dont j'oublie toujours le nom, qui va devenir pape. Donc il bénéficie d'une forme de protection de la part du pape. Et donc les gens qui veulent attaquer le modèle héliocentrique ne vont pas d'abord s'attaquer à Galilée, mais à celui qui l'a inspiré, c'est-à-dire Copernic. Et donc la mise à l'index des travaux de Copernic survient à ce moment-là, parce qu'au début, Galilée est intouchable. Et puis au bout d'un moment, sous la pression de l'Église, le pape est obligé de lâcher progressivement Galilée, d'où le procès, où l'Église joue une carte maîtresse. Votre modèle, il est bien gentil, mais vous n'avez pas de preuves. Le cardinal Barberini, voilà, peut-être. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça, devenu pape, c'est Urbain VIII voilà, avec... Excusez-moi. Non, aucun souci, Sylvie Noni. On a du mal aujourd'hui à percevoir, vu qu'on est sans doute dans des sociétés moins baignées de religion, combien dire que la Terre n'est pas au centre de l'univers pouvait poser problème. Ça ébranle bien au-delà simplement de la connaissance du ciel. C'est vrai, mais l'historisation de l'affaire Galilée est très complexe et très discutée, y compris aujourd'hui, pour 2 raisons. C'est parce qu'elle a été travaillée par 2 mythes au moins, à savoir celui que vous évoquiez tout à l'heure du savant persécuté qui s'élève seul contre l'establishment qu'est l'Église, et donc ce mythe qui a été produit au XIXe siècle est celui de l'affrontement systématique des sciences et de la religion, produit lui aussi au moment de la laïcisation des sociétés européennes. Donc il est très difficile de démêler les choses là-dedans, mais c'est vrai que le fait que Galilée affirme la possibilité d'un autre centre au monde, bien sûr, si on change de centre du monde, ça c'est vrai que ça bouleverse beaucoup d'idées. Et donc il y a discussion, mais cette discussion est souvent caricaturée et surtout elle gomme aussi d'autres discussions. Je les ai évoquées tout à l'heure, celle de l'immuabilité du ciel, celle de l'infini ou non, de la pluralité des mondes. Il y a des tas d'autres débats dans cette période, ce début de la science moderne, qui sont passionnants. Même si l'Église, de toute évidence, serait dit à ce moment-là, les débats persistent et vont traverser cette période. Et parmi ceux qui débattent, il y a Giordano Bruno. Copernic était un grand esprit, réfléchi, attentif, profond. Un homme
à qui aucun astronome antérieur ne peut ravir la première place, sinon dans l'ordre chronologique. Un homme qui, par le jugement moral, s'est montré fort supérieur à Ptolémée, à Hipparque, à Eudoxe et à tous les autres qui leur ont emboîté le pas. Supérieur parce qu'il s'est libéré de certains préjugés et erreurs, pour ne pas dire de l'aveuglement, de la commune et vulgaire philosophie. Bien que presque dépourvu d'arguments viables, reprenant en main les misérables fragments rouillés qu'avait pu lui léguer l'Antiquité, ne les a-t-il pas nettoyés, raboutés, recollés tant et si bien avec sa science plus mathématique que physique, qu'une thèse précédemment ridicule, méprisée, honnie, s'est trouvée réhabilitée, a forcé l'estime, est apparue plus vraisemblable que la thèse contraire et très certainement mieux adaptée à la théorie et au calcul. Il nous faut plutôt admettre le mouvement du globe terrestre au regard de l'univers que l'hypothèse selon laquelle l'ensemble innombrable de ces corps célestes, dont un grand nombre, comme on sait, sont plus magnifiques que le nôtre et d'une taille supérieure, aurait la Terre pour centre et base de ses rotations et de ses influx, ce que contredisent à grands cris la nature et le raisonnement, qui font très nettement percevoir que notre globe est en mouvement. Le banquet des cendres, c'est un des grands dialogues métaphysiques de Giordano Bruno. Nous sommes dans les années 1580. Il a très bien lu Copernic. Galilée n'est pas encore ici. Nous sommes dans cet entre-deux et il y a cette proposition, Alain Riazuelo, d'un univers infini. Ouais. Alors c'est pas tout à fait le premier, hein. Il y a Nicolas de QS, je sais pas comment on prononce, qui propose ça dès la fin du XVe siècle, je crois. Dans la chrétienté, le monde est clos, il est fini dans l'espace et dans le temps. Il a été fait par Dieu pour nous, donc pas besoin que ce soit très grand. Et puis d'autres personnes disent, pourquoi pas ? Pourquoi ? Il y a des étoiles de moins en moins brillantes, peut-être parce qu'elles sont pas toutes à la même distance. Et si on voit pas le bout, peut-être qu'il y en a pas. Donc c'est ce fameux mot de Nicolas de QS, le centre est partout, la circonférence est nulle part, à propos de l'univers. Et donc Giordano Bruno considère que c'est pas une hérésie de dire ça, puisque si Dieu est tout puissant, pourquoi se contenterait-il de faire un monde fini ? Et donc il y a une ouverture d'esprit de sa part là, mais qui aussi peut provoquer des petits problèmes. Giordano Bruno va avoir des tas de problèmes avec l'Église, il va être accusé d'hérésie. Alors pour l'ensemble de son œuvre, pourrait-on dire, ils avaient des idées arrêtées sur la transsubstantation, sur des discussions purement théologiques, mais en plus sur des discussions cosmogoniques. Parce que si vous dites que l'univers est infini, qu'il y a plein d'étoiles, plein de planètes, plein d'humanité, vous reléguez l'humanité à un rôle très anonyme et subalterne. Et donc, de la même façon, vous affaiblissez le lien privilégié que vous prétendez avoir avec Dieu, qui s'occupe que de vous. Giordano Bruno, qui est condamné, exécuté, brûlé vif en 1600, avec Sylvie Noni pour terminer, ces doubles histoires, ces multiples histoires qui se croisent, mais dans lesquelles il ne faut pas oublier ces mythes. On l'a dit avec Galilée condamné, on vient de le dire avec Giordano Bruno exécuté, on l'a dit aussi avec Voltaire qui relie en fait l'histoire passée dans son intérêt pour critiquer l'Église. C'est vraiment cela aussi, cette histoire des sciences. C'est une histoire qui est bien souvent manipulée, tardivement. Oui, et qui est mal enseigné, même pratiquement pas enseigné dans certaines universités françaises, et c'est un vrai problème. Et notre ouvrage, La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, avait pour but d'interpeller l'éducation nationale dans son ensemble, d'ailleurs, sur cette problématique qui continue de traverser à travers des manuels, à travers des interventions d'enseignants, qui continue de traverser l'école. Et nous disons, 3 siècles et demi après l'invention de cette fake news, il serait peut-être temps de la remettre en question et de faire une remise à plat de cette histoire des sciences en donnant accès au texte, parce qu'aujourd'hui c'est quand même assez merveilleux, on peut aller d'un clic sur Gallica, trouver la plupart des ouvrages que nous avons cités dans cette émission, et donc on n'a plus l'excuse de l'éloignement des ouvrages sources, on les a tous à portée de main. Et donc, il faut d'abord enseigner l'histoire des sciences et redonner à tous les enseignants les outils qui permettent
à partir des textes sources, et c'est notre juge de paix pour nous, historiens des sciences, à partir des textes et en les mettant en réseau entre eux, que l'on arrive à construire et à problématiser une histoire des sciences véritable, qui ne prennent pas l'histoire à rebrousse-poil en partant des découvertes pour essayer de remonter à qui les a inventées, mais qui mettent en réseau les savoirs d'une époque donnée. Merci pour cette conclusion, Sylvie Noni, parce que c'est cette histoire-là aussi qui est stimulante, cette histoire des sciences, et on lira avec intérêt et plaisir La Terre plate, généalogie d'une idée fausse, cet ouvrage que vous avez publié aux Belles Lettres avec Violaine Giacomotto. Et merci beaucoup à vous aussi, Alain Riazuelo, L'incroyable aventure de la Terre, parce que elle est authentiquement incroyable. Merci beaucoup à vous. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Comment savoir si les instituteurs de la Troisième République avaient la vocation ? Pour améliorer la formation des enseignants, le président Emmanuel Macron a proposé en septembre 2024 de revenir à un système qu'on connaissait par le passé, qui fonctionnait, qui est un peu celui des écoles normales. En affirmant que sa proposition avait aussi pour but de répondre à la crise des vocations, illustrée par la pénurie de candidats au concours de l'enseignement, le chef de l'État a réactivé le vieux discours républicain sur les instituteurs d'autrefois, présentés comme les hussards noirs de la République. Mais il a oublié de préciser que les écoles normales n'ont jamais été le seul moyen de former les enseignants du primaire. L'historien Jean-François Chanet a montré que même au début de la Troisième République, considéré comme l'âge d'or des instituteurs, ce milieu était divisé entre ceux qui étaient passés par l'école normale et ceux qui étaient titulaires d'un simple brevet. La période qui s'étend du milieu des années 1890 jusqu'en 1914 est même celle où la proportion des enseignants du primaire entrés par la petite porte, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, a été la plus forte. Or, la question de la vocation n'était presque jamais posée à propos de celles et ceux qui n'avaient pas préparé le concours d'entrée à l'école normale d'instituteurs. On sait pourtant que les raisons qui les avaient conduits à entrer dans l'enseignement étaient souvent éloignées de l'esprit de vocation. Pour comprendre l'importance de ce thème dans le discours républicain de cette époque, il faut rappeler qu'il s'inscrivait dans le combat que ces militants de la laïcité menaient alors contre l'influence de l'Église catholique. L'un des rôles essentiels attribués aux écoles normales était de transmettre aux élèves maîtres une foi comparable à celle que le passage par le séminaire confortait chez les prêtres catholiques, mais opposée à elle. C'est ce qu'affirma explicitement le ministre de l'Instruction publique, Eugène Spuller, dans un discours prononcé à Lille en 1887. « L'école, voilà désormais le temple de la foi des temps nouveaux. » Privilégier les valeurs morales en oubliant les réalités matérielles est une caractéristique des élites républicaines de ce temps qui n'a rien perdu de son actualité. Exalter la vocation des instituteurs était une manière de justifier la faiblesse du traitement qui était accordé à des fonctionnaires pourtant chargés de préparer à notre pays une génération de bons citoyens. Il est vraisemblable que ce type de discours eut un impact sur la première génération des instituteurs républicains. Issus des classes populaires, pour la grande majorité d'entre eux, ils n'ignoraient pas le privilège que représentait la sécurité de l'emploi et le droit à une pension de retraite. Néanmoins, la faiblesse des rémunérations accordées aux enseignants a rapidement alimenté un réel désenchantement. Alors qu'à cette époque, les fonctionnaires n'avaient pas le droit, en principe, de se syndiquer, le discours sur la vocation a été contredit dès 1905 par les aspirations révolutionnaires des militants qui ont fondé la Fédération nationale des syndicats d'instituteurs. Merci Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Jeanne Delecroix, Toscane Vudes, Jeanne Coppa, Mathieu Copal, Tom Hundenstock et Maïwen Guizou. Merci à Étienne Jeudi de France Bleu Gironde. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et bien sûr sur l'appli Radio France.
Le contexte politique, vous le connaissez, la dissolution des législatives anticipées. Guillaume Erner. France Culture vous propose les mots de la République. Les meilleurs universitaires, les meilleurs experts définissent les mots qui constituent le débat. Les mots de la République, un hors-série Les matins de France Culture à écouter sur franceculture.fr et l'appli Radio France.